Bonjour la jeunesse. Alors voilà, enfin je vous fais une vidéo après 3 semaines d'absence. Il y a de très bonnes raisons à ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler un peu de ce qui m'est arrivé. En gros, j'ai vécu une épreuve très difficile. En gros, cette épreuve a commencé à partir de juillet, non de mai, quand j'étais en stage à Amsterdam, que j'ai appris que mon papa était malade, qu'il avait un kyste au niveau de la vessie. Et nous, il nous disait que c'était un kyste. Le mot kyste paraît moins grave que le mot cancer. Et en fait, c'était un cancer. Il disait kyste pour ne pas nous effrayer. Et du coup, je vivais à Amsterdam à ce moment-là, donc j'ai pas pu être présente auprès de mon papa. Et je suis rentrée donc en juillet et mon papa était pas très bien, effectivement. Il s'est fait du coup opérer de la vessie par des très bons médecins, parce que mon papa était médecin, donc forcément il avait de très bons contacts. Il avait toutes ses chances de s'en sortir. Et les médecins lui ont dit qu'il avait 69% de chances de s'en sortir, ce qui est quand même assez conséquent. Et du coup l'opération s'est passée, les médecins étaient très contents du résultat, tout s'était bien passé. La vie a repris son cours, il a décidé de continuer à travailler, de reprendre le travail le plus vite possible. Étant indépendant, il n'avait pas accès à énormément d'aides financières concernant sa maladie, ce que je trouve pas super normal. Et du coup il a commencé à travailler très très tôt. Et tout le monde lui disait: papa, mais t'es fou de reprendre le boulot aussi vite, tu viens à peine de te faire opérer, il faut que tu te reposes. Mais il voulait pas. Mon papa est quelqu'un de très fort. Et du coup après, il commençait à avoir mal au dos. Et étant médecin, il savait plus ou moins ce que c'était. Il parlait du syndrome du membre invisible, qui est un syndrome que apparemment quand tu te fais couper une jambe par exemple, après quelques semaines tu as toujours mal à la jambe, comme si elle était encore là. Et du coup mon papa, comme on lui a enlevé sa vessie et sa prostate, il avait toujours mal. Et du coup il disait c'est le fait qu'on l'ait enlevé, du coup il a encore mal à ce niveau là. Et il avait été faire de la rééducation, il allait chez le kiné toutes les semaines. C'était très fatigant pour lui parce que du coup il avait plus beaucoup le temps de faire grand chose, sachant qu'en plus il travaille comme un dingue, comme à son habitude d'ailleurs. Et du coup ça a été très dur pour lui parce que ses horaires étaient encore plus limités, ses temps libres étaient encore plus limités. Mais il le faisait, il essayait de trouver des solutions. Et au mois de décembre, il a effectué un scan habituel qu'on fait quand on a eu un cancer et qu'on s'est fait opérer pour l'enlever. C'est pour vérifier que tout va bien. Et lors de ce scan, on lui a... il a vu que... lors de ce scan, on a réalisé que ces douleurs, c'était pas dû au syndrome du membre invisible, mais que c'était dû au fait qu'il avait toujours des métastases. Et les métastases se situaient dans le bas de son dos, au niveau des os. Et on a dit à mon papa qu'il aurait plus que 6 mois à vivre. Et ça, c'était pendant le mois de décembre. Ce qui est assez paradoxal à ce niveau-là, c'est que j'ai commencé ma chaîne en octobre, donc je savais que mon papa était malade. Et il faut savoir que pendant d'octobre à décembre, j'ai été là auprès de mon papa, à essayer de l'aider comme j'ai pu. Et j'ai appris du coup en décembre que mon papa était souffrant et mourant du coup. Parce qu'on lui a dit qu'il allait partir. Donc il faut savoir qu'à partir de décembre jusqu'à maintenant, pendant que je faisais mes vidéos, j'effectuais un deuil, le deuil de mon papa avant même qu'il parte. Ça a été très dur. D'ailleurs mes potes qui n'étaient pas tout au courant de tout ça, personne n'était au courant de ça parce que mon papa ne voulait pas que ça se sache. Et même mes potes m'ont dit que ça se voyait pas quoi, et j'avais très bien masqué ça. J'ai quelques amis qui étaient au courant, mais il y en a eu très peu. Et du coup ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos que je tournais, j'étais tout à fait honnête, j'étais tout à fait moi-même, mais j'essayais de profiter du moindre moment sur ma semaine où j'étais un peu mieux,
pour faire des vidéos. Donc voilà, ça a été des semaines et des mois très difficiles où j'ai épaulé mon papa. Et il faut savoir qu'avec le cancer, c'est en dents de scie tout le temps en fait, parce que il y a un moment comme ça où on va voir qu'il est mal, qu'on va essayer de l'épauler. Moi j'ai vraiment eu le rôle de la mère au foyer pendant quelques mois. J'ai essayé de faire en sorte qu'il fasse le moins de choses possible, alors que c'était quelqu'un qui voulait absolument pas être vu comme un handicapé, comme il le disait, alors qu'on le voyait pas du tout comme ça, mais il voulait pas être vu comme quelqu'un en faiblesse. Il avait une fierté d'homme aussi, ce qui est normal. Et du coup, pendant tout un temps, j'ai essayé de courir après toutes les choses à faire pour qu'il n'ait pas à les faire. Ça a été très dur pour moi et j'étais la première spectatrice, entre guillemets, de toute cette terreur, toute cette souffrance. Et du coup, ça arrivait au moment où tous les matins, je priais pour que je voie mon papa en meilleure forme. Et de décembre à maintenant, mon papa a travaillé comme un dingue. Il a fait comme s'il n'avait pas de maladie. Il a gardé le rythme qu'il avait, c'est-à-dire un rythme de fou. Même au niveau de la nutrition, il mangeait peu, comme il l'a toujours fait, parce que mon papa était quelqu'un qui était très dans les apparences, le fait de vouloir être beau et bien présenté. Et d'ailleurs, on n'était pas souvent très d'accord à ce niveau-là, parce que moi j'étais plus dans l'idée de s'affirmer tel qu'on est et de faire ce qu'on veut et d'être comme on veut. Et lui, il était plus dans l'idée de vouloir être un peu présentable, être quelqu'un de beau, de distingué aux yeux de la société et justement que la société nous accepte à travers ça. J'étais totalement contre ça et on a eu énormément de débats par rapport à ça. Mon papa a toujours été derrière mon dos au niveau de mon poids, au niveau de mon style. Forcément, c'est un style qui n'est pas forcément facile à accepter. Et donc voilà, donc mon papa a toujours essayé de rester lui, il a masqué sa maladie et est arrivé un jour où mon papa est rentré à la maison. Il était complètement à l'ouest, shooté par la morphine. Il revenait du travail et en fait on était arrivé au moment où la morphine devenait trop nécessaire. Elle mettait mon papa dans un état de fatigue intense et c'était difficile de choisir que faire parce que c'était soit on lui donne suffisamment de morphine pour qu'il ne souffre pas mais du coup pour qu'il ne soit plus du tout conscient de ce qu'il fait, soit on lui donne moins de morphine mais il souffre quoi. Et on m'a toujours dit que apparemment les cancers des os c'était vraiment le cancer qui était le plus douloureux. Et je le voyais vraiment souffrir, ce qui est vraiment quelque chose de très difficile. Et c'est ça qui est dur avec le cancer, c'est qu'on voit que ça empire de plus en plus et puis des fois on voit que ça va bien, on se dit ah ça va mieux, il y a peut-être une chance que ça aille mieux et puis ça va plus et puis ça va mieux et puis voilà. Et puis ce jour-là est arrivé où il était pas bien et ça a été au moment où il a arrêté de travailler. En fait on l'a empêché de recommencer à travailler parce qu'il voulait continuer évidemment, parce que mon papa est quelqu'un de très courageux. Mais il pouvait plus, son corps ne pouvait plus, on était arrivé au bout en fait. Il s'était battu pour nous, il s'était battu pour ses enfants, il s'était battu pour tout le monde, mais il arrivait au moment où c'était trop pour lui. Et c'est là qu'on a vu son corps régresser en une semaine. Et puis on a réalisé en fait que mon papa avait eu une infection au rein. Et en fait, quand on a appris qu'il y avait cette infection, on s'est dit « Ah mais c'est peut-être pour ça !» qu'il était si mal. Donc on était encore dans l'espoir de se dire que ça allait aller mieux. Et en fait non, ça empirait. Et jusqu'au jour où mon papa a demandé d'être transvasé aux soins palliatifs. Parce qu'il voulait plus se battre, il en avait marre. Il s'était battu jusqu'au bout et son corps lui disait stop. Et lui voulait aussi dire stop. Donc voilà, il faut savoir que mon papa avait fait signer des papiers. Étant médecin, il était conscient qu'il voulait en arrêter là. Et il avait fait signer des papiers pour que justement le jour où il ne puisse pas demander une euthanasie parce qu'il n'en est plus capable, que nous, ses enfants, nous étions sa parole et que du coup nous allions le faire pour lui. Il avait fait signer ses papiers par la commune et il a fait signer les papiers aussi par 2 médecins.
Et du coup il y a 2 semaines, pendant une semaine, on va dire qu'on a été au chevet de mon papa jusqu'à son dernier souffle. Et mon papa est parti donc le mercredi 21 mars. Faut savoir que quand on perd son papa suite à une maladie, déjà on comprend pas ce qui se passe, on se dit tout est arrivé si vite. Ici on avait donné 6 mois à mon papa et il n'a tenu que 3 mois. Il voulait pas faire de chimiothérapie ni rien parce qu'il disait que ça allait plus empirer les choses qu'autre chose, il était sûr de ça. Évidemment on a été contre ça, on lui a dit non papa il faut que tu te battes, tout ça, mais il voulait pas, il savait que le cancer des os c'était juste faire une chimio, ça allait juste repousser le problème. Et donc voilà, ici ça a été les soins palliatifs, on l'a vu dans un état de coma et jusqu'au jour où il a décidé de partir. Moi j'ai très mal vécu ces soins palliatifs, sachant que c'est très difficile déjà de demander que notre papa puisse partir. Mais en plus de ça, les médecins sont très prudents à ce niveau-là, donc ça arrive que ça prenne du temps pour qu'on laisse notre papa partir et qu'il ne souffre plus. Et ce temps-là est très dur à vivre pour nous parce qu'on est entre deux. Et moi, il faut savoir que le jour où j'ai appris que mon papa était parti, la minute où j'ai appris que mon papa était parti, j'ai senti tout mon corps se soulager en fait. Parce que ça faisait des mois que mon papa souffrait. Et ça faisait des mois que je mettais ma vie sur le côté en fait. J'essayais tant bien que mal de la garder auprès de moi et de penser à mes projets, de penser à mon futur. Sachant qu'en plus j'étais dans une situation totalement entre deux, de pas savoir ce que j'allais faire. Et quand j'ai appris que mon papa était parti, je me suis dit voilà, maintenant j'espère qu'il est bien. Parce qu'évidemment on sait pas où il en est, on sait pas où il est. Mais moi en tout cas maintenant je peux penser à moi. Maintenant c'est fini cette bataille que j'ai eue contre le cancer. Parce que mon papa s'est battu mais au final je ressens que moi aussi, autrement. Maintenant j'ai énormément de choses à surmonter parce qu'il est parti, on a eu tout ce qui était enterrement, on a dû gérer plein de choses, on a dû gérer le deuil des autres aussi, ce qui n'est pas toujours facile parce que, comme je le disais à une amie, quand ton papa disparaît, quand un parent disparaît, on a du mal à accepter le deuil des autres en fait, parce qu'on se dit mais les gars, c'était mon papa quoi, y a rien de pire en fait. Et sachant qu'en plus mon papa c'était tout pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'important. Faut savoir que mon papa c'était quelqu'un pour qui je me battais. C'était quelqu'un qui justement était tellement à l'encontre de mes valeurs et on avait tellement un point de vue différent sur la vie que je faisais tout pour lui donner tort en fait. Et c'est quelque chose qui n'arrivera plus parce que maintenant il est parti. Avant de partir, la dernière chose que mon papa m'a dit c'était « Tu es belle ». Alors que des tas de fois, pendant des tas d'années, mon papa me disait oui, si tu perdais un peu de poids, tu serais un peu mieux. Oui, si tu t'habillais autrement, ce serait plus beau, ce serait plus classe. Et le fait qu'il me dise ça, la dernière fois qu'on se voit, la dernière fois qu'il me parle, qu'il me dise tu es belle, la dernière phrase qu'il m'ait dite,
je me suis dit que c'était la belle manière de finaliser cette guerre de position, cette guerre de point de vue, et qu'enfin il réalisait que j'étais belle aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et voilà, mon papa était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de magnifique. J'ai vu les tas de personnes qui ont été complètement dévastées de son départ. J'étais tout autant dévastée de son départ. Et je sais que mon papa était une bonne personne, je sais qu'il a sauvé des vies même, on me l'a dit. Et son départ fait un énorme vide, c'est très dur pour moi, sachant qu'en plus on vivait dans une très grande maison. Et je suis seule dans cette très grande maison, ma soeur est parfois là, mais elle est souvent en vadrouille parce qu'elle veut pas rester ici, ce qui est normal. Moi j'essaye de rester parce que j'ai besoin de me rendre compte de ce qui se passe. J'ai besoin de me prouver qu'il reviendra pas, j'ai besoin d'être dans mon chagrin aussi, de me rendre compte qu'il est parti, qu'il reviendra pas. Et j'ai besoin de me le dire constamment pour vraiment être consciente de ça. Maintenant, je sais que j'ai encore des tas de choses à surmonter. Je sais pas où je vais vivre dans quelques mois. Je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, j'essaye de rester dans cette optique d'espoir et de croyance. Je crois en mon avenir, je crois en ce qui va m'arriver. Et depuis que mon papa est parti, je me dis que ce que je rêve d'avoir, ce que je rêve de vivre, peut-être se rapprochera plus maintenant qu'il est de l'autre côté pour m'aider à en arriver là. Avant qu'il parte, il m'a dit qu'il serait là pour moi, qu'il m'aiderait à surmonter les choses. Il m'a dit qu'il fera en sorte que j'atteigne mes rêves. Il a été là. Et je sais que maintenant il est là auprès de moi. Je le sais, je le sens. Et parfois j'ai des signes. Et je crois en ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croiront pas. Peut-être des gens me diront que je suis folle, je sais pas. Mais moi je crois en ça. Et je crois en fait qu'il y a quelque chose de l'autre côté en fait. Et que là il est juste passé de l'autre côté. J'ai regardé énormément de documentaires sur les morts imminentes. Depuis le départ de mon papa, je ne fais que ça à la limite. Et je me rends compte que tous ces gens qui ont ce même discours d'avoir vu cette lumière, j'ose espérer que mon papa a vécu ça et que maintenant il ne souffre enfin plus. Il a quitté ce corps qui lui faisait mal pour maintenant être apaisé. Et je prie pour ça parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et comme je disais à quelqu'un, si ça tombe, il souffre encore plus. Parce que moi, je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète, je me dis, il est passé de l'autre côté. Il a fait quelque chose que très peu de gens osent faire. Et que tout le monde fait au final parce qu'on n'a pas le choix. Il a réussi à passer de l'autre côté alors qu'il m'avait dit qu'il avait peur de ça. Et voilà, et je sais que maintenant il a osé le faire, il a été suffisamment courageux pour passer de l'autre côté. Et maintenant je prie pour qu'il soit bien, qu'il ait retrouvé mes ancêtres, qu'ils font la fête en haut. donc voilà. Et moi maintenant, moi qui reste en bas, je vais essayer de tout faire pour que mon papa soit fier de moi. Je lui ai dit d'ailleurs avant qu'il parte, je lui ai dit je ferai tout ce que je ferai désormais, ce sera pour toi. Mon papa c'était vraiment l'homme de ma vie en fait. Je ressentais même pas le fait d'avoir besoin d'un mec dans ma vie, d'avoir besoin de personnes nécessaires à ma vie, simplement parce que lui était là. Et du coup ça crée un énorme vide pour moi. Et maintenant je me dis que je vais créer ma marque, que je vais réussir à faire mes projets, à lancer mes projets, et que j'arriverai à tout faire toute seule, indépendante,
celle que j'ai toujours voulu être, et je vais me battre pour ça. Je vais me battre pour être la personne que je veux être. Je suis déjà la personne que je veux être, mais maintenant je vais me battre pour non seulement rendre mon papa fier, et je sais qu'il est déjà très fier de moi, mais je vais me battre maintenant pour que tout se mette en route. Et maintenant mon papa va devenir ma force. Des amis qui ont perdu leurs parents m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, moi depuis que mon papa ou ma maman est décédée, j'ai une force surhumaine en fait qui me donne envie d'aller plus loin. Et je vais faire en sorte moi aussi que cette force surhumaine me fasse aller très loin et me fasse aller surtout là où je veux aller. Parce que ça a été toujours mon objectif. J'ai toujours eu le même objectif et cet objectif ne changera jamais. Et c'est pas parce que mon papa est décédé que oui je m'effondre maintenant, oui je suis mal, mais c'est pas parce qu'il est décédé que je vais tout laisser tomber. Et je pense que c'est absolument pas ce qu'il voudrait de moi. Donc voilà, et je voulais aussi parler, cette vidéo va durer super longtemps, je suis désolée de ça, mais j'ai besoin de parler de tout ça. Et je voulais aussi parler de ma philosophie de vie. J'ai écrit cette phrase, tout arrive pour une raison, sur ma cuisse. J'ai fait une vidéo sur mes tatouages. Et je me souviens quand j'ai écrit cette phrase, il y a des gens qui m'ont dit oui, tout arrive pour une raison, ok, mais les gens qui tombent malades, les gens qui tombent malades jeunes, qui ont le cancer, est-ce que c'est vraiment pour une raison? Parce que c'est tellement injuste qu'on ne peut pas se dire ça. Et voilà, maintenant je suis assez bien placée pour le dire, que tout arrive réellement pour une raison, et que je suis convaincue que si mon papa est parti maintenant, c'est parce que mon papa qui a toujours été dans les apparences voulait partir dans cet état jeune, beau, frais. Et à la fois je sais qu'il devait peut-être partir maintenant, non seulement parce qu'il souffrait et que c'était vraiment le moment, et en plus de ça je me dis que ça arrive au moment où je suis à 2 doigts de concrétiser mes rêves, et je pense que c'est fait pour qu'il m'aide de l'autre côté à concrétiser mes rêves encore plus. Donc voilà, je suis dans l'espoir que tout arrive toujours pour une raison, et c'est le cas. Et même si je suis mal maintenant, même si je ressens un vide, même si je n'arrive peut-être toujours pas à me dire qu'il est vraiment parti, je sais que tout arrive pour une raison, et je garde ça en tête, et j'arriverai à ce que je veux arriver, et je serai forte, et j'arriverai à avoir ce que je veux. Et même si là maintenant je sais qu'il y a des tas d'obstacles qui m'attendent, pour donner une image de tout ça, moi j'ai vraiment cette grosse montagne devant moi avec écrit décès papa. Je sais même pas par quoi commencer. Et puis derrière, qui est cachée derrière cette montagne, il y a une toute petite montagne avec écrit ton projet, qui m'attend, qui est encore loin et que j'essaye d'atteindre, mais que je suis obligée d'atteindre la montagne décès papa pour pouvoir arriver là. Et voilà, et du coup j'essaye de joindre les deux bouts, j'essaye de continuer à faire des vidéos, et je pense que c'était pour moi important de faire cette vidéo pour parler de tout ça. C'était important pour moi aussi de dire ce que j'avais sur le cœur. Comme toutes les vidéos que je sors, je sais pas comment ça va être pris. Mais voilà, j'avais besoin de le faire. Et honnêtement, avant de faire cette vidéo, je me disais mais j'arriverai pas, je sais pas quoi dire, je sais pas comment le dire. Il y a tellement de choses qui sont confuses dans ma tête, il y a tellement de choses auxquelles je veux parler. J'avais du mal à savoir par quoi commencer en fait. Et donc voilà, peut-être cette vidéo va être un peu fouillie, en mode on sait pas de quoi elle parle, on sait pas pourquoi elle parle de ça avant de parler de ça, peut-être les choses sont même pas chronologiques. Faut savoir que faire des vidéos, il y a un moment où ça devient comme une thérapie en fait, dans le sens où là j'explique mon ressenti, et j'avoue que ça fait 3-4 jours que je pleure plus, que je vais un peu mieux, et je sais pas, le fait de parler à une caméra, j'ai l'impression vraiment de me dévoiler en fait, et d'être vraiment face à toutes ces personnes qui me soutiennent, et je sais qu'il y en a plein. D'ailleurs sur mon compte Instagram j'en parlais et j'expliquais tout ça. Il y a des tas de personnes que je ne connais pas mais qui me connaissent en voyant mes vidéos, qui m'ont soutenue. Au final je dis que je les connais pas, mais je les connais quand même un peu parce que c'est des gens qui me ressemblent en fait. Donc voilà, mais en tout cas
je voulais aussi vous remercier d'avoir été aussi présent, d'avoir été en soutien avec moi, d'avoir été tolérant aussi, de pas m'en avoir voulu, de pas poster de vidéos, de pas m'en avoir voulu, d'avoir été silencieuse et de ne pas m'en vouloir par la suite parce que peut-être que je serai encore silencieuse. Comme je vous le dis, j'ai la montagne d'essais papa qui m'attend et j'aurai peut-être pas toujours le temps de faire des vidéos. Voilà, je vais juste vous dire que je vous remercie. Sachez que j'ai été moi depuis le début et que je suis toujours moi. Là, je vous montre Alizée, la vraie Alizée, c'est moi. Et que maintenant, je vais pouvoir bientôt recommencer à penser à moi. Et j'espère que ce que je ferai vous plaira toujours autant, que j'évoluerai toujours autant et que mon papa d'en haut sera là pour m'aider et pour me soutenir. Il a aussi le droit de se reposer parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous jusqu'à maintenant. Et voilà. En tous les cas, je vous dis à bientôt et désolée pour l'absence que j'ai pu avoir ces derniers jours.